Elle a pris mon téléphone sans demander, pas par curiosité, pas par inquiétude, mais comme on saisit un objet qui nous appartient déjà. Quand je l'ai compris, j'étais assise à la table de la cuisine, la tasse de café froide entre les mains, et mon cœur battait trop lentement, comme s'il hésitait à continuer. Mon téléphone n'était plus là, pas sur la nappe, pas dans mon sac, pas sur le buffet. Je n'ai rien dit tout de suite. À 72 ans, on apprend à observer avant de parler, à écouter les silences, à reconnaître le bruit précis d'une porte qu'on referme un peu trop doucement. Elle était dans le salon, ma fille, installée sur le canapé, les jambes croisées, mon téléphone posé dans sa main comme si c'était le sien depuis toujours. Son visage était fermé, concentré. Elle faisait défiler l'écran avec le pouce, lentement, trop lentement. Je me suis arrêtée sur le seuil. Elle ne m'a pas regardée. Tu devrais vraiment mieux protéger tes messages, a-t-elle dit sans lever les yeux. Sa voix était calme, trop calme. À cet instant-là, j'ai compris que quelque chose venait de basculer. Pas une dispute, pas un malentendu. Une ligne invisible venait d'être franchie et je savais avec une certitude froide qu'on ne la redessine jamais ensuite. Je m'appelle Madeleine Roussel, je suis veuve depuis 11 ans. J'ai travaillé 42 ans comme comptable dans une petite entreprise de transport à Clermont-Ferrand. Une vie simple, discrète, régulière. J'ai élevé seule ma fille, Élodie, après le départ de son père. J'ai tout fait pour elle, absolument tout. Et pendant longtemps, je me suis convaincue que l'amour, c'était aussi accepter d'être diminué, corrigé, réorganisé. Tu lis mes messages ai-je fini par demander. Elle a souri, un sourire bref, mécanique. Ne fais pas semblant de découvrir le monde, maman. Je m'inquiétais. C'est normal. Normal. Ce mot m'a traversée comme une lame. Elle s'est levée, téléphone toujours en main, et a commencé à marcher dans le salon. Franchement, certaines choses que tu écris, ce n'est pas très malin. Tu parles trop, tu racontes trop, à des gens qui ne devraient pas être mêlés à nos affaires, comme si ma vie m'avait été confisquée sans que je signe quoi que ce soit. Je n'ai pas répondu. Je la regardais faire les 100 pas, commenter à voix haute des fragments de ma vie privée. Une conversation avec une amie d'enfance, un message à ma sœur, une phrase où j'osais dire que je me sentais fatiguée, où j'écrivais que parfois j'avais peur de devenir un poids. Tu te rends compte de ce que ça donne si quelqu'un tombe là-dessus a-t-elle ajouté. Puis, enfin, elle m'a regardée. Heureusement que je suis là. Heureusement qu'elle était là, à fouiller, à juger, à décider ce qui était acceptable ou non à mon âge. Je me suis assise lentement sur la chaise près de la fenêtre. Mes mains tremblaient, mais je les ai posées à plat sur mes genoux. Je ne voulais pas qu'elle voie. Je ne voulais plus jamais lui donner cette satisfaction. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce téléphone, ces messages, ces mots qu'elle croyait pouvoir utiliser contre moi, ce n'était que la surface. Elle pensait tenir quelque chose d'important. Elle pensait avoir un levier, une preuve, un avantage. Elle ne savait pas encore que ce jour-là, en prenant mon téléphone, elle venait de déclencher exactement ce que j'avais repoussé pendant des années. Et surtout, elle ne savait pas que très bientôt, ces messages seraient relus, pas ici, pas entre nous, mais devant quelqu'un qui, lui, écoutait vraiment. Je vis seule dans un appartement de 60 mètres carrés, au troisième étage d'un immeuble sans ascenseur. J'y habite depuis 19 ans. Les murs sont clairs, les meubles anciens mais entretenus, rien de précieux aux yeux de quelqu'un d'autre. Tout ce que je possède tient dans cet espace. Des dossiers classés par année, des photos rangées dans des albums épais, une vaisselle que je n'utilise presque plus, et ce silence qui s'installe chaque soir un peu plus tôt. Élodie dit souvent que ce logement n'est plus adapté à mon âge. Trop d'escaliers, trop de choses inutiles, trop de souvenirs. Elle le dit avec ce ton qu'on utilise pour expliquer une évidence à quelqu'un de lent. Je hoche la tête, la plupart du temps, par habitude, par fatigue aussi. Depuis quelques années, moi, elle a pris l'habitude de passer sans prévenir. Elle a toujours une bonne raison. Vérifier si je vais bien, m'aider pour un papier, m'apporter quelque chose que je n'ai pas demandé. Elle regarde autour d'elle comme si elle inspectait un lieu provisoire. Elle déplace parfois un objet, ouvre un tiroir, soupire devant une pile de courriers. Tu devrais vraiment faire du tri, maman. Comme si ma vie était un grenier encombré. Je ne suis pas malade, je marche seule, je fais mes courses, je gère mes comptes. Mais à ses yeux, tout cela ne compte pas. Ce qui compte, c'est mon âge.
72 ans. Ce chiffre lui suffit pour parler à ma place, décider pour moi, corriger mes phrases quand je raconte quelque chose. Non, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Tu confonds, tu exagères. Au début, j'ai cru qu'elle s'inquiétait vraiment, qu'elle avait peur de me perdre. Alors j'ai laissé faire. J'ai accepté qu'elle m'accompagne chez le médecin, qu'elle relise certains documents, qu'elle me simplifie la vie. C'est comme ça que ça commence, toujours. On appelle ça de l'aide, jusqu'au jour où on ne vous demande plus votre avis. Depuis 2 ans, elle gère presque tout ce qui concerne l'administratif. Elle dit que c'est plus simple ainsi, que les démarches combines sont compliquées, que je n'ai plus l'énergie. Je signe parfois sans lire entièrement, pas par naïveté, par confiance. C'est ma fille, celle que j'ai portée, celle pour qui j'ai travaillé tard, refusé des vacances, compté chaque centime. Je n'ai jamais élevé la voix contre elle, jamais, même quand elle soupire, même quand elle regarde son téléphone pendant que je parle, même quand elle me reprend devant d'autres personnes. Je me dis que c'est le prix à payer pour rester proche, pour ne pas finir seule, pour continuer à exister dans sa vie. Mais ce matin-là, quand je l'ai vue avec mon téléphone, quelque chose m'a frappée avec une clarté douloureuse. Ce n'était pas un geste isolé, c'était la suite logique de tout le reste, le contrôle, la certitude que tout m'appartenant lui revenait aussi. Mes papiers, mon temps, mes mots. Je me suis revue des dizaines de fois m'excuser sans raison, dire «tu as raison» alors que je sentais l'inverse, avaler une phrase que je n'avais pas le droit de finir. Tout cela ne s'était pas produit d'un coup. C'était progressif, silencieux, presque propre. Assise près de la fenêtre, pendant qu'elle parcourait mes messages, je regardais la rue en contrebas. Les passants marchaient vite, les gens vivaient. J'ai pensé que pendant longtemps, j'avais cru que vieillir signifiait s'effacer doucement, sans faire de bruit, pour ne déranger personne. Ce jour-là, pour la première fois, cette idée m'a semblé insupportable. Élodie n'a pas toujours été comme ça. Ou peut-être que je n'ai pas voulu le voir. Quand elle était plus jeune, elle était vive, brillante, exigeante, déjà. À l'école, elle ne supportait pas l'injustice. À la maison, elle voulait comprendre pourquoi les choses étaient de fait d'une certaine manière. Je me souviens l'avoir regardée, adolescente, me corriger sur un détail, puis sourire quand je cédais. À l'époque, je trouvais ça amusant. Je me disais que j'avais élevé une fille sûre d'elle. Je n'imaginais pas que cette assurance deviendrait un jour une arme. Après ses études, elle est partie vivre à Lyon. Un bon poste, disait-elle. Un environnement stimulant. Elle appelait moins, mais je mettais ça sur le compte de la jeunesse, du travail, de la vie qui commence vraiment. Quand elle venait, elle parlait vite, elle jugeait beaucoup. Les gens, les choix, les habitudes. Elle avait toujours une opinion tranchée et je faisais attention à ne pas la contrarier. Sans m'en rendre compte, j'avais commencé à adapter mes phrases pour éviter ses soupirs. Quand son mariage a échoué, elle est revenue plus souvent. Fragilisée, disais-je, fatiguée. Elle s'installait chez moi certains week-ends. Elle occupait l'espace. Elle critiquait ce que je mangeais, la façon dont je m'habillais, l'heure à laquelle je me couchais, toujours avec ce vernis de sollicitude. Je dis ça pour toi, maman. Cette phrase revenait sans cesse. C'est à cette période qu'elle a commencé à s'intéresser de près à mes papiers, mes relevés, mes contrats. Au début, elle posait des questions. Ensuite, elle a proposé de m'aider, puis très vite, elle a pris l'habitude de faire sans demander. Tu oublies des choses. Tu risques de te faire avoir. À ton âge, ce n'est plus prudent. Je ne me suis pas rebellée. J'avais peur. Peur de la perdre. Peur qu'elle s'éloigne encore plus si je résistais. Alors j'ai laissé passer des remarques, des intrusions, des décisions prises à ma place. J'ai accepté qu'elle parle pour moi chez le banquier, qu'elle réponde à ma place au téléphone, qu'elle me coupe quand je racontais quelque chose devant des inconnus. Il y a eu des phrases qui auraient bon dû m'alerter. Tu sais, sans moi, tu serais perdu. Heureusement que je m'occupe de toi. Tu devrais me remercier. Mais je n'ai rien dit. Parce qu'on ne se méfie pas de son propre enfant. Parce qu'on préfère se convaincre que c'est de l'amour mal exprimé plutôt que de regarder en face ce que c'est vraiment. Avec le temps, j'ai commencé à disparaître doucement dans la relation. Je devenais la mère âgée, celle qu'on protège, celle qu'on corrige,
celle dont on parle à la troisième personne, même quand elle est dans la pièce. Et chaque fois que je tentais de reprendre un peu de terrain, de dire non, de poser une limite, elle me regardait avec ce mélange de surprise et d'agacement, comme si je sortais de mon rôle. Tu es compliquée, maman. Tu dramatises. Tu te fais des idées. Alors j'ai appris à me taire, à sourire, à laisser couler. Jusqu'à ce que je finisse par croire, moi aussi, que je n'étais plus tout à fait capable de décider correctement, que mon ressenti était excessif, que mon inconfort était une faiblesse. Ce matin-là, dans le salon, en la voyant lire mes messages, j'ai compris que ce silence que j'avais entretenu pendant des années avait nourri exactement ce qui me blessait aujourd'hui. Elle ne me voyait plus comme une personne, mais comme un dossier à gérer, un problème à contenir, une chose à organiser. Et pour la première fois, au lieu de me demander ce que j'avais fait de mal, je me suis demandé quand, exactement, j'avais cessé de me défendre. Elle avait pris mon téléphone en début d'après-midi. Je m'en souviens très précisément parce que je venais de finir de laver la vaisselle et que je m'étais assise 5 minutes pour reposer mon dos. J'avais laissé l'appareil sur la table, écran éteint comme je le fais toujours. Je n'ai pas entendu le bruit exact du moment où elle l'a saisi, seulement ce léger silence qui suit un geste qu'on n'assume pas complètement. Quand je suis revenue dans le salon, elle était déjà assise, le téléphone dans la main, déverrouillé. Tu n'as même pas de code compliqué, a-t-elle lancé, comme si c'était une faute, comme si je l'avais provoqué. Je me suis figée. Il y a eu cette seconde étrange où le corps comprend avant l'esprit, une chaleur dans la poitrine, une tension dans les épaules, quelque chose qui se crispe. J'ai ouvert la bouche pour parler, puis je l'ai refermée. J'avais encore ce réflexe de ne pas faire de vagues. Elle faisait défiler les conversations sans se presser, pas comme quelqu'un qui cherche quelque chose de précis, plutôt comme quelqu'un qui explore, qui évalue, qui jauge ce qu'il pourra utiliser. Elle s'arrêtait parfois, fronçait légèrement les sourcils, puis reprenait. Ah, tu parles beaucoup à cette femme, a-t-elle remarqué. C'est Monique, une amie. Oui, je vois. Tu lui racontes beaucoup de choses. Comme si j'avais dépassé une limite invisible. Je me suis avancée d'un pas. Élodie, rends-moi mon téléphone. Elle a levé les yeux vers moi, surprise, pas par la demande, par le ton. Pourquoi tu t'énerves? Si tu n'as rien à cacher, ça ne devrait pas te poser problème. Cette phrase, je l'avais déjà entendue ailleurs, à la télévision, dans la bouche de gens persuadés d'avoir raison. Elle m'a glacée, parce qu'elle signifiait exactement ce que je craignais depuis longtemps. Je n'avais plus droit à un espace à moi. Elle s'est levée et a commencé à marcher lentement dans la pièce. Hum, Tu sais, certains messages peuvent être très mal interprétés, surtout à ton âge. À ton âge. Toujours cette façon de tout ramener à ça. On pourrait croire que tu es influençable, que tu exagères certaines choses. Je savais de quoi elle parlait, des messages où je disais que je me sentais mise à l'écart, que parfois j'avais l'impression de ne plus être écoutée, que j'étais fatiguée de devoir toujours demander la permission pour des décisions qui concernaient pour ma propre vie. Tu n'aurais pas dû écrire ça, a-t-elle ajouté, comme si la faute venait de là, pas de ce qu'elle faisait, mais de ce que je ressentais. Je me suis assise, lentement. J'avais peur que mes jambes ne me portent plus. Elle, au contraire, semblait de plus en plus à l'aise. Elle lisait maintenant à voix haute certains passages, en les reformulant, en les commentant. Tu vois, là, on dirait que tu me fais passer pour quelqu'un de dur. Là, on pourrait croire que je te contrôle. Elle a ri légèrement. Franchement, maman, tu devrais faire attention. Ce genre de discours peut poser problème. Problème, ce mot a résonné longtemps. À cet instant précis, j'ai compris que ce n'était pas seulement une intrusion, c'était une préparation. Elle évaluait, elle triait, elle cherchait ce qui pourrait servir plus tard. Ce n'était plus une fille inquiète, c'était quelqu'un qui construisait quelque chose. Je l'ai regardé faire et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas ressenti uniquement de la honte ou de la peur. Il y avait autre chose, une lucidité brutale. Elle avait franchi une limite persuadée que je ne réagirais pas, que je resterais immobile, docile, reconnaissante. Elle ne savait pas encore que pendant qu'elle lisait mes messages, moi je lisais enfin la situation telle qu'elle était. Elle s'est arrêtée sur une conversation précise. Je l'ai vue à la façon dont son pouce a ralenti, dont son regard s'est figé une fraction de seconde de trop. Ce n'était plus de la curiosité, c'était de l'intérêt. Ah, voilà, a-t-elle dit doucement.
Elle s'est assise de nouveau, le téléphone posé bien en évidence sur la table basse, comme une pièce à conviction. Tu parles de moi là. Je savais déjà de quoi il s'agissait. Une discussion avec Monique 2 semaines plus tôt. Rien de spectaculaire. Pas d'insultes, pas de plaintes formelles, juste des phrases écrites tard le soir, quand le silence devient lourd et que personne ne vous coupe la parole. J'y avais écrit que je me sentais surveillée, que j'avais parfois l'impression de devoir demander la permission pour exister, que je ne reconnaissais plus ma relation avec ma propre fille. Tu vois ce genre de choses, a-t-elle repris. Ça peut être très mal compris. Elle a levé les yeux vers moi. Si quelqu'un lisait ça sans contexte, on pourrait croire que je t'empêche de vivre. Elle disait quelqu'un sans préciser qui, mais dans sa tête, ce quelqu'un existait déjà. Je le sentais, un professionnel, une autorité, un témoin. Elle réfléchissait en avance. Elle a continué à lire, à haute voix parfois, en appuyant sur certains mots. Je ne me sens plus libre. Elle a soufflé du nez. Tu te rends compte de la gravité de ce que tu écris? Je n'ai pas répondu, parce que j'avais enfin compris ce qu'elle cherchait. Pas une explication, pas des excuses, mais une réaction, une colère, une phrase de trop, quelque chose qu'elle pourrait retourner contre moi. Elle a fait défiler plus bas. Et ça, a-t-elle ajouté en montrant l'écran. C'était un message où j'écrivais que j'avais peur de perdre le contrôle de mes affaires, que parfois, je ne savais plus très bien ce que je signais, une peur intime, jamais formulée à voix haute. Tu réalises que ça, maman, ça peut poser un vrai problème. Elle a marqué une pause, puis a dit plus lentement. Ce sont exactement le genre de choses que des gens utilisent quand ils veulent prouver qu'une personne âgée n'est plus totalement apte à gérer seule. Le mot était lâché, apte. J'ai senti mon ventre se nouer, mais mon esprit, lui, devenait étrangement clair. Elle ne lisait pas ces messages pour me protéger. Elle les évaluait. Comme on évalue un risque, comme on prépare un dossier. Tu exagères beaucoup, a-t-elle poursuivi. Et surtout, tu écris sous le coup de l'émotion. Ce n'est jamais bon. Elle a penché la tête. Heureusement que je suis tombée dessus avant que ça n'aille plus loin. Avant que ça n'aille plus loin. Cette phrase a résonné longtemps. Elle a refermé l'application de messages et a posé le téléphone face contre table. On va faire comme si je n'avais rien vu, a-t-elle dit. Puis, avec un sourire qui se voulait rassurant, mais à l'avenir, il va falloir faire plus attention à ce que tu écris. Pour ton bien, pour mon bien, toujours. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Et pour la première fois, je n'ai pas vu ma fille inquiète. J'ai vu quelqu'un qui venait de trouver ce qu'elle cherchait. Pas une preuve définitive, mais une porte entr'ouverte, une possibilité. Elle pensait avoir découvert une faiblesse, elle pensait que ces messages me rendaient vulnérable, que je ne comprendrais pas ce qu'ils signifiaient entre de mauvaises mains. Ce qu'elle ignorait, c'est que moi aussi je comprenais très bien ce que je venais de voir. Pas sur l'écran, mais en elle, une intention froide, calculée, silencieuse. Et à cet instant précis, une certitude s'est installée en moi. Si elle utilisait mes mots contre moi, alors un jour, je les ferai entendre exactement là où elle ne pourrait plus les détourner. Je n'ai rien dit tout de suite, pas parce que je n'avais rien à répondre, mais parce que j'avais enfin compris que parler, dans ce moment précis, serait une erreur. Elle attendait une réaction, une défense, une justification maladroite qu'elle pourrait corriger, recadrer, retourner contre moi. Alors je suis restée silencieuse. Ce silence l'a dérangée. Tu m'écoutes, maman? Sa voix avait changé, moins assurée, plus tendue. J'ai levé les yeux vers elle, lentement. Je voulais qu'elle voie que je n'étais pas absente, ni confuse, ni écrasée, juste attentive. Oui, j'écoute, ai-je répondu calmement. Elle a froncé légèrement les sourcils. Ce n'était pas la réponse qu'elle attendait. Elle s'attendait à des excuses, à un aveu, à une tentative de me rattraper, pas à ce calme. Tu comprends quand même que ce genre de message peut te porter préjudice? A-t-elle repris. Préjudice, encore ce mot. Les gens pourraient beau croire que tu vas mal. Les gens. Toujours ce pluriel vague derrière lequel elle se cachait. J'ai hoché la tête. Peut-être, ai-je dit, une seule syllabe, rien de plus. Elle a repris son téléphone et l'a posé sur la table, un peu trop fort. Ce que je veux dire, c'est que tu devrais faire plus attention. À ton âge, on n'a pas le droit à l'erreur. À ton âge, encore. Je me suis appuyée contre le dossier de la chaise. Mon cœur battait vite, mais ce n'était plus de la panique, c'était autre chose.
une lucidité presque douloureuse. Je voyais enfin clairement la mécanique. Chaque phrase était calculée pour me faire douter, pour me ramener à une position d'infériorité, pour m'amener doucement à accepter qu'elle savait mieux que moi. Tu devrais me remercier, a-t-elle ajouté après un court silence. Me remercier? Ma voix était restée étonnamment stable. Oui, d'être vigilante, de veiller sur toi. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir quelqu'un comme moi. Cette phrase, je l'avais entendue tant de fois. Et pourtant, ce jour-là, elle a résonné différemment. Parce que, pour la première fois, je n'y ai pas entendu de l'amour. J'y ai entendu une revendication, une dette qu'elle estimait que je lui devais. Je n'ai pas répondu. Je me suis levée et je suis allée jusqu'à la fenêtre. Dehors, la lumière de fin d'après-midi baignait les façades. Des gens passaient, riaient, parlaient fort. La vie continuait indifférente à ce qui se jouait dans ce salon. Derrière moi, Élodie soupirait. Tu vois, c'est exactement ce que je dis. Tu te renfermes, ce n'est pas sain. Je me suis retournée. Je réfléchis, ai-je dit simplement. Elle m'a regardée, méfiante. À quoi? À ce que tu viens de faire. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. J'ai fait quoi, exactement? Il y avait dans sa voix une pointe d'agacement, presque de défi. Tu as lu mes messages sans me demander. Elle a levé les yeux au ciel. On ne va pas recommencer avec ça. Et tu as décidé seul de ce qu'il signifiait. Parce que je sais comment ça fonctionne. Et tu as parlé de mon aptitude. Elle s'est raidie. Je n'ai jamais dit que tu n'étais pas apte. Tu l'as suggéré. Un silence lourd est tombé entre nous. Je voyais son visage se fermer. Elle n'aimait pas être confrontée ainsi, pas par moi, pas sur ce terrain-là. Tu interprètes mal, a-t-elle fini par dire. Peut-être, je marquai une pause. Mais ce sont mes mots, ma vie et mon téléphone. Elle a serré les lèvres. Tu dramatises encore. Je n'ai pas répondu, parce que je savais désormais que ce mot était son dernier refuge. Dramatiser, comme si nommer une violence suffisait à la rendre imaginaire. À l'intérieur de moi, quelque chose venait de se fixer, une décision, pas encore formulée, pas encore concrète, mais irréversible. Je n'allais pas l'affronter ici, ni aujourd'hui, ni de cette manière. Elle avait l'habitude de dominer les échanges familiaux, de gagner par lassitude, par autorité implicite. Alors je me suis contentée de dire « Rends-moi mon téléphone ». Elle m'a regardé longuement. Puis, à contre-cœur, elle l'a posé sur la table et l'a fait glisser vers moi. Fais attention, maman, a-t-elle murmuré. Je ferai attention, ai-je répondu. Et cette fois, je le pensais vraiment. Ce soir-là, après son départ, l'appartement m'a paru plus silencieux que d'habitude. Pas un silence apaisant, un silence chargé, dense, comme si les murs eux-mêmes avaient entendu ce qui venait de se passer. J'ai posé mon téléphone sur la table et je ne l'ai pas touché pendant longtemps. J'avais besoin de distance, même avec mes propres mots. Je me suis fait un thé machinalement. Les gestes appris au fil des années prennent le relais quand l'esprit est trop plein. L'eau a bouilli, la tasse a fumé, tout semblait normal, et pourtant plus rien ne l'était. Je me suis assise avec une pile de papiers que je gardais dans un classeur bleu, celui que je n'ouvrais presque jamais. Factures, relevés, contrats, courriers administratifs, des choses que j'avais peu à peu laissées entre les mains d'Élodie. Pas parce que je n'en étais plus capable, mais parce qu'elle insistait, parce qu'elle répétait que c'était compliqué, parce qu'elle me faisait sentir que je ralentissais tout. Je les ai regardés autrement cette fois, comme si je les voyais pour la première fois. Les dates, les signatures, la mienne, parfois hésitante, la sienne, bien nette, à côté. Je me suis rendu compte que beaucoup de décisions avaient été prises sans que je me souvienne exactement du moment où j'avais dit oui. Il n'y avait pas eu de pression brutale, juste une suite de phrases rassurantes. C'est une formalité. C'est plus simple comme ça. Fais-moi confiance. Je lui avais fait confiance. En feuilletant les documents, une chose est devenue évidente. Si elle parlait déjà de mon aptitude, ce n'était pas par hasard. Elle préparait quelque chose, peut-être depuis longtemps. Elle avait besoin d'un cadre, d'une justification, d'un récit cohérent où elle serait la fille responsable, et moi, la mère confuse qu'il faut protéger ou remplacer. Cette pensée m'a donné froid. Je me suis levée pour fermer la porte d'entrée à clé. Geste inutile peut-être, mais nécessaire. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu le réflexe de me protéger, moi, sans attendre que quelqu'un le fasse à ma place.
Je me suis revue quelques mois plus tôt, assise dans le bureau de la banque. Élodie parlait. Beaucoup, trop. Elle expliquait, anticipait, reformulait. Quand le conseiller me posait une question, elle répondait avant moi. Et moi, je souriais. J'acquiesçais. Je pensais que c'était plus simple ainsi, que ça irait plus vite. À quel moment avais-je cessé d'exister dans ces échanges? Ce soir-là, j'ai pris un carnet. Un vieux carnet à couverture rigide que j'utilisais autrefois pour noter des recettes. J'ai tourné les pages jusqu'à la fin et j'ai commencé à écrire autre chose. Des dates, des faits, des phrases exactes, sans interprétation, sans émotion, juste ce qui s'était passé, ce qu'elle avait dit. Les mots précis, aptitude, préjudice. À ton âge, je ne savais pas encore à quoi cela servirait, mais je savais une chose. Je ne voulais plus jamais dépendre uniquement de ma mémoire, parce que la mémoire, on la remet facilement en question, surtout celle des femmes âgées. En écrivant, j'ai senti une forme de calme étrange s'installer, pas du soulagement, pas encore, mais une structure, comme si je reprenais doucement le contrôle d'un territoire que j'avais abandonné sans m'en rendre compte. Je n'avais pas l'intention de confronter Élodie tout de suite. Elle était trop à l'aise dans le face-à-face émotionnel. Elle savait retourner les choses, minimiser, faire douter. Non, si je faisais quelque chose, ce serait ailleurs, dans un cadre où les mots ont un poids réel, où les silences ne sont pas utilisés contre vous. J'ai pensé à quelqu'un, une personne que je n'avais pas vue depuis longtemps, un professionnel, quelqu'un qui n'était ni ma fille, ni mon ami, ni lié affectivement à moi, quelqu'un qui écouterait sans me corriger, sans me protéger à ma place. Pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas demandé si j'exagérais. Je me suis demandé ce que je risquais si je continuais à me taire. Et la réponse m'a semblé évidente. Je n'allais plus attendre que les choses s'aggravent compte pour réagir. Elle avait commencé à lire mes messages, à en mesurer l'impact, à les imaginer dans d'autres mains. Alors moi aussi, j'allais choisir à qui mes mots seraient confiés. Le lendemain matin, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. Pas à cause d'un bruit ni d'un cauchemar, simplement parce que mon esprit refusait de replonger dans l'inertie. J'avais la sensation étrange que, si je restais allongée trop longtemps, je risquais de retomber dans ce rôle confortable mais dangereux, celui de la femme âgée qui attend que les choses se règlent d'elles-mêmes. Je me suis levée, j'ai ouvert les volets, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai regardé mon appartement autrement, non plus comme un lieu dont je devrais bientôt partir, mais comme un espace qui m'appartenait encore. Chaque meuble, chaque papier, chaque décision avait une histoire, et cette histoire, c'était la mienne. Après le petit déjeuner, j'ai sorti le carnet de la veille, je l'ai relu attentivement. Les mots d'Élodie y étaient là, noir sur blanc, dépouillés de son ton, de ses soupirs, de ses regards condescendants. Sans le décor affectif, il sonnait autrement, plus dur, plus inquiétant. J'ai alors pris une décision simple, presque banale. J'ai appelé un cabinet d'avocats. Ma main tremblait légèrement quand j'ai composé le numéro. Pas par peur d'Élodie, mais parce que pendant des années, j'avais associé ce genre de démarche à un échec personnel. Comme si demander un avis extérieur signifiait que j'avais raté quelque chose en tant que mère. La secrétaire m'a répondu d'une voix neutre. Je me suis présentée. J'ai expliqué que je souhaitais un rendez-vous pour parler de questions familiales et administratives. Elle ne m'a pas interrompue. Elle ne m'a pas corrigée. Elle ne m'a pas demandé mon âge. Elle m'a simplement proposé un créneau. En raccrochant, j'ai ressenti un mélange de soulagement et d'appréhension. Rien n'était encore joué, mais pour la première fois, la situation sortait du huis clos étouffant entre ma fille et moi. Dans l'après-midi, Élodie m'a appelée. Sa voix était enjouée, presque légère. Je passais juste prendre des nouvelles. Tout va bien? Cette question autrefois m'aurait émue. Ce jour-là, je l'ai entendue différemment, comme une vérification. Oui, ça va, ai-je répondu. Tu n'as pas l'air très bavarde. Je suis un peu fatiguée. Elle a marqué une pause. Tu n'es pas vexée pour hier, quand même? Non. Tu sais que je fais ça pour toi. Je n'ai pas répondu à cette phrase. J'ai laissé le silence s'installer. Elle n'aime pas le silence. Elle le remplit d'habitude avec des justifications. Enfin bon, a-t-elle repris. Si tu veux, je repasserai demain pour qu'on mette un peu d'ordre dans tes papiers. Ce ne sera pas nécessaire. Comment ça? Je m'en occupe. Il y a eu un flottement. Je l'ai senti à l'autre bout du fil. Tu es sûre? Oui, elle a ri brièvement. Comme tu veux, mais ne viens pas te plaindre après.
Après avoir raccroché, je me suis rendu compte que mon cœur battait vite. Pas parce que j'avais peur d'elle, mais parce que je venais de dire non, un non simple, sans justification, sans explication. Et ce non avait suffi à créer une tension. Les jours suivants, j'ai rassemblé des documents. J'ai relu ce que je n'avais jamais vraiment pris le temps de comprendre. J'ai noté des dates, des décisions, des situations où Élodie avait parlé à ma place. Rien de spectaculaire, mais un ensemble cohérent. Je n'en ai parlé à personne, pas à mes amis, pas à ma sœur. Je ne voulais pas d'avis émotionnel. Je voulais des faits. Un regard neutre. La veille du rendez-vous, Élodie est passée à l'improviste. Elle a regardé autour d'elle, comme toujours. Tu fais du rangement? Oui. Tu devrais me montrer ce que tu gardes. Certaines choses ne servent plus à rien. Je l'ai regardée, calmement. Je sais ce qui me sert. Elle a haussé les épaules, mais je l'ai vue. Cette crispation brève, cette inquiétude qu'elle n'a pas masquée assez vite. Ce soir-là, avant de me coucher, j'ai posé mon téléphone sur la table de nuit. Je n'avais rien à cacher, mais désormais, je savais une chose essentielle. Mes mots avaient une valeur, et j'allais choisir soigneusement où et comment ils seraient entendus. L'attente a été la partie la plus difficile. Pas l'attente du rendez-vous en elle-même, mais celle qui se glisse dans chaque interstice du temps quand on a enfin décidé d'agir. Les heures prennent une autre densité. Chaque détail devient un signal possible. Chaque silence, une question. La veille du rendez-vous, je n'ai presque pas dormi. Pas parce que j'avais peur de ce que l'avocat pourrait dire, mais parce que, pour la première fois, je mesurais tout ce que j'avais laissé passer. Des années de petites concessions, d'effacements discrets, de phrases avalées pour préserver une paix qui n'en était pas une. Je me suis demandé combien de femmes, comme moi, s'étaient convaincues que se taire était une preuve de maturité. Je me suis levée avant l'aube. J'ai pris une douche longue, presque méthodique, comme pour me laver de quelque chose de plus ancien que la fatigue. J'ai choisi mes vêtements avec soin. Pas pour paraître plus jeune, pas pour impressionner, mais pour me sentir solide, présente. Dans la cuisine, le carnet était posé bien en vue. Je l'ai relu encore une fois. Chaque phrase me semblait juste. Rien d'exagéré, rien de flou. Des faits, des mots précis, des situations répétées. Plus je les relisais, plus je comprenais que ce que je vivais n'était pas une accumulation de malentendus, mais une dynamique installée, une prise de pouvoir progressive, enveloppée dans un discours de protection. En fin de matinée, Élodie m'a envoyé un message, une simple phrase. Je passe te voir ce soir. Pas une question, une affirmation. J'ai fixé l'écran quelques secondes avant de répondre. Ce ne sera pas possible. 3 mots. Là encore, sans justification. La réponse ne s'est pas fait attendre. Pourquoi? Je n'ai pas répondu immédiatement. Je savais que chaque seconde de silence allait l'agacer. Je savais aussi qu'elle interpréterait ce refus comme une provocation. Mais je n'avais plus envie de gérer ses réactions avant même qu'elles n'existent. J'ai un rendez-vous. Elle a tapé presque aussitôt. Quel genre de rendez-vous? Cette fois, j'ai attendu plus longtemps. Puis j'ai écrit personnel. Je n'ai jamais utilisé ce mot avec elle auparavant. Personnel, comme une frontière nette. Elle n'a pas répondu tout de suite. Quand son message est arrivé, il était court. D'accord. Mais je la connaissais. Derrière ce d'accord, il y avait des calculs, des hypothèses, des scénarios qui se mettaient en place. Elle n'aimait pas ce qu'elle ne contrôlait pas. L'après-midi s'est étiré lentement. J'ai préparé mes documents avec soin, les ai rangés dans une chemise simple. J'ai noté l'heure, l'adresse, le nom de l'avocat. Tout cela me donnait une étrange sensation de gravité, comme si je me préparais à témoigner, même si je ne savais pas encore de quoi exactement. En début de soirée, le téléphone a sonné. Élodie. Tu ne vas pas me dire que tu vois encore cette Monique? Sa voix se voulait légère, presque moqueuse. Non? Alors qui? Quelqu'un pour moi. Elle a soupiré. Tu deviens vraiment mystérieuse, maman. Peut-être. Un silence, puis plus froidement. Tu ne fais rien de stupide, j'espère. Cette phrase m'a serré la poitrine. Pas de colère. Pas de peur, juste une confirmation. Elle se permettait déjà d'évaluer la légitimité de mes choix. Je fais ce que je dois faire, ai-je répondu. Elle n'a pas insisté, elle a raccroché rapidement, comme quelqu'un qui préfère observer de loin avant d'agir. Cette nuit-là, allongée dans le noir, je n'ai pas cherché à calmer mes pensées. Je les ai laissées venir. J'ai pensé à la petite fille qu'elle avait été, à la femme qu'elle était devenue, et à celle que j'étais encore, malgré tout.
Une femme qui avait vécu, travaillé, aimé, perdu, et qui n'avait pas à s'excuser de vouloir être respectée. Je ne savais pas exactement ce qui m'attendait le lendemain, mais je savais une chose avec une certitude nouvelle. Quoi qu'il arrive, je ne ferai plus semblant de ne pas voir. Le cabinet se trouvait dans une rue calme, à l'écart du centre, une façade sobre, une plaque discrète à côté de la porte. Rien d'intimidant, rien de spectaculaire. Et pourtant, en posant la main sur la poignée, j'ai senti une résistance intérieure, comme si une part de moi hésitait encore à franchir ce seuil symbolique. Entrer là, c'était admettre que quelque chose s'était brisé, pas seulement avec ma fille, mais dans l'image que j'avais entretenue pendant des années d'une famille encore équilibrée. À l'intérieur, l'air sentait le papier et le bois ciré, une salle d'attente presque vide, deux chaises, une plante verte, une revue posée sur une table basse. J'ai donné mon nom à la secrétaire. Elle m'a souri sans curiosité excessive, sans pitié non plus. Ce simple équilibre m'a fait du bien. Quand l'avocat est venu me chercher, il m'a salué par mon nom, correctement prononcé. Un détail minuscule, mais qui m'a touché. Son bureau était lumineux, ordonné, sans ostentation. Il m'a invité à m'asseoir, à fermer la porte, puis s'est installé en face de moi. Prenez votre temps, m'a-t-il dit. Qu'est-ce qui vous amène? Cette question, je l'avais redoutée. Pas parce que je ne savais pas quoi répondre, mais parce que pour la première fois, personne ne complétait mes phrases à ma place. Personne ne reformulait avant même que je termine. J'ai ouvert ma chemise. Mes mains tremblaient légèrement, mais ma voix, elle, est restée étonnamment stable. Je n'ai pas commencé par l'incident du téléphone, j'ai commencé par le contexte, par la relation, par cette impression diffuse de glissement progressif, de décision prise pour mon bien. J'ai raconté sans chercher à convaincre, sans me justifier. Il ne m'a pas interrompue. Il prenait quelques notes, parfois hochait la tête, parfois me demandait une précision, une date, une formulation exacte. Quand j'ai évoqué les messages lus sans mon accord, son regard a changé imperceptiblement. Pas de choc, pas d'indignation, juste de l'attention. Vous avez encore ces messages? A-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Oui. Et votre fille vous a dit qu'il pourrait poser problème? J'ai répété ces mots, précisément. Préjudice, aptitude, à mon âge. Il a noté, sans commenter. Puis il m'a posé une question simple, presque banale. Est-ce que votre fille a déjà parlé de protection juridique? De gestion à votre place? D'incapacité, même de façon détournée? Cette question a fait remonter une foule de souvenirs, des phrases, des sous-entendus, des regards. Oui, ai-je répondu. Pas clairement, mais suffisamment pour que je me sente diminuée. Il a posé son stylo. Madame Roussel, ce que vous décrivez n'est pas anodin. Lire vos messages sans votre consentement, les interpréter dans un cadre juridique potentiel, évoquer votre aptitude, ce sont des signaux. Des signaux. Le mot m'a frappé. Jusqu'ici, j'avais eu l'impression de réagir de façon excessive à des détails isolés. Lui parlait de cohérence, de structure. Je ne dis pas que votre fille agit déjà dans l'illégalité, a-t-il ajouté. Mais je peux vous dire une chose. Vous avez bien fait de venir maintenant. Je me suis sentie respirer plus librement. Il m'a expliqué calmement les options, ce que je pouvais faire, ce que je pouvais verrouiller, comment reprendre la main sur certains aspects administratifs. Il n'a jamais parlé de conflit, jamais de rupture, seulement de protection, de clarté. À un moment, il m'a demandé: souhaitez-vous que votre fille soit présente à une prochaine rencontre? La question est restée suspendue entre nous. J'ai pensé à Élodie, à son assurance, à son ton maîtrisé, à sa certitude d'avoir toujours une longueur d'avance. Oui, ai-je répondu après un instant. Ma voix n'a pas tremblé. Mais pas maintenant. Pas encore. Il a acquiescé. Très bien, nous ferons les choses dans l'ordre. En sortant du cabinet, le ciel était couvert, mais je n'ai pas ressenti de lourdeur. Au contraire, j'avais l'impression d'avoir posé la première pierre d'un édifice que je n'avais jamais osé construire. Un espace où ma parole avait un poids réel, indépendant de mon âge, de mon rôle de mère, de l'image que l'on avait de moi. Sur le chemin du retour, mon téléphone a vibré. Un message d'Élodie. Alors ton rendez-vous? J'ai regardé l'écran longtemps, puis je l'ai rangé dans mon sac sans répondre. Pour la première fois, je n'avais pas besoin de me justifier immédiatement.
Ce que je ne savais pas encore, c'est que très bientôt, cette conversation aurait lieu. Pas dans mon salon, pas sur un ton faussement affectueux, mais dans un cadre où chaque mot compterait et où les messages qu'elle croyait pouvoir utiliser contre moi seraient enfin entendus pour ce qu'ils étaient vraiment. La rencontre a eu lieu une semaine plus tard. Je n'ai rien dit à Élodie avant la veille. Pas par stratégie, mais parce que je savais que si je lui laissais trop de temps, elle prendrait l'avantage. Elle réfléchirait. Elle préparerait son discours. Elle m'arriverait déjà armée. Je l'ai appelée en fin d'après-midi. J'ai pris rendez-vous avec un avocat demain matin. J'aimerais que tu viennes. Il y a eu un silence bref. Un avocat? Pourquoi faire? Pour parler de certaines choses qui me concernent. Elle a soufflé, comme si j'étais en train de la fatiguer. Tu ne crois pas que tu exagères un peu? Viens demain, ai-je dit. Tu comprendras. Elle a accepté, à contre-cœur. Je l'ai senti dans sa voix. Mais elle a accepté, persuadée, sans doute, qu'elle saurait reprendre la main. Le lendemain, elle est arrivée en avance, bien habillée, droite, sûre d'elle. Elle a salué l'avocat avec un sourire professionnel presque charmant. Elle a pris place sans attendre qu'on l'y invite. Je l'ai regardée faire, calmement. Autrefois, ce genre d'attitude m'aurait intimidée. Ce jour-là, non. L'avocat a commencé par rappeler le cadre. Il a parlé lentement, posément. Il a expliqué qu'il était là pour m'écouter, moi, et clarifier certaines situations. Élodie a hoché la tête, confiante. Ma mère s'inquiète beaucoup ces derniers temps, a-t-elle dit rapidement. Elle interprète mal certaines choses. Je n'ai pas réagi. L'avocat a levé la main. Nous allons procéder dans l'ordre. Madame Roussel va d'abord s'exprimer. Elle s'est tournée vers moi. Surprise, un peu agacée, j'ai sorti mon téléphone de mon sac, je l'ai posé sur la table, lentement. J'ai senti son regard se durcir. La semaine dernière, ai-je commencé, tu as pris mon téléphone sans me demander et tu as lu mes messages privés. Je m'inquiétais, a-t-elle coupé. Laisse-la terminer, a dit l'avocat. J'ai respiré, puis j'ai continué. Tu as lu une conversation avec une amie. Tu as dit que mes mots pouvaient te poser problème, que certains pourraient croire que je ne suis plus apte à gérer seule ma vie. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Je vais lire exactement ce que j'ai écrit, ai-je ajouté. J'ai ouvert la conversation. Mes mains ne tremblaient pas. J'ai lu à voix haute, sans pathos, sans colère. Juste les phrases, celles où je disais que je me sentais contrôlée, que je doutais parfois de ce que je signais, que j'avais peur de disparaître derrière des décisions prises pour moi. Dans le silence du bureau, mes mots prenaient une autre dimension. Ils n'étaient plus des plaintes chuchotées, ils devenaient des faits. Quand j'ai terminé, l'avocat s'est tourné vers Élodie. Madame, avez-vous effectivement évoqué l'aptitude de votre mère? Ce n'était pas ce que je voulais dire, a-t-elle répondu trop vite. Elle dramatise, elle est influençable. Ce mot figure-t-il dans votre bouche ou dans ses messages? A demandé l'avocat. Elle a hésité. J'ai dit que certaines personnes pourraient mal interpréter. Lesquelles? Silence. Je l'ai regardée pour la première fois depuis longtemps sans peur. Tu as dit que ça pourrait servir contre moi, que je devais faire attention. Elle a secoué la tête. Tu déformes tout. Alors expliquez, a repris l'avocat calmement, pourquoi vous avez estimé nécessaire de lire ces messages sans son accord. Elle s'est raidie. Parce que je m'occupe d'elle. Parce que si je ne le fais pas, personne ne le fera. S'occuper de quelqu'un ne donne pas le droit d'accéder à sa correspondance privée, a-t-il répondu, ni de constituer, même implicitement, un dossier sur sa capacité. Le mot dossier est tombé comme un coup sec. Élodie a pâli, elle a tenté de reprendre le contrôle. Vous ne comprenez pas le contexte familial. Justement, a dit l'avocat. C'est pour cela que nous sommes ici. Je n'ai rien ajouté. Je n'en avais plus besoin. Tout ce que j'avais eu pendant des années venait d'être posé là, sans émotion excessive, sans accusation inutile. Juste la vérité. À la fin de la séance, l'avocat a résumé mes droits, mes choix, mes limites. Il a parlé de consentement, de respect, de cadre légal. Élodie n'a presque rien dit. Elle me regardait autrement, comme si, pour la première fois, elle réalisait que je n'étais plus seule dans cette pièce, que mes mots ne pouvaient plus être retournés dans l'ombre. En sortant, elle m'a rattrapée dans le couloir. Tu n'avais pas besoin de faire ça comme ça, a-t-elle murmuré. Je me suis tournée vers elle. Si, justement. Et pour la première fois, elle n'a rien trouvé à répondre. La séance ne s'est pas terminée sur une explosion. Il n'y a pas eu de cris, ni de porte claquée.
Tout s'est joué dans une forme de calme presque chirurgical. Et c'est précisément ce calme qui a changé la donne. L'avocat a repris la parole après le silence qui avait suivi la lecture de mes messages. Il a croisé les mains devant lui et s'est adressé à Élodie avec la même neutralité qu'à moi. Aucune hostilité, aucun jugement, juste des faits. Ce que votre mère a exprimé dans ses messages ne constitue ni une preuve d'incapacité, ni un signe de confusion, a-t-il dit. Ce sont des ressentis et ils sont cohérents avec ce qu'elle décrit aujourd'hui. Élodie s'est redressée sur sa chaise. Mais enfin, vous ne la voyez pas au quotidien. Vous ne savez pas comme elle peut se contredire, oublier des détails. Oublier des détails n'est pas une incapacité juridique, a-t-il répondu calmement. Et surtout, cela ne justifie pas une intrusion dans sa correspondance privée. Il a marqué une pause, puis a ajouté: ce qui est important ici, c'est l'intention. Je sentais Élodie se tendre à côté de moi. Quelle intention? Celle d'anticiper un usage possible de ces messages. Vous avez vous-même employé les termes préjudice et problème. Elle a ouvert la bouche pour protester, mais aucun son n'est sorti. Madame Roussel, a-t-il poursuivi en se tournant vers moi, votre fille ne peut ni lire vos messages sans votre accord, ni les interpréter comme des éléments de preuve contre vous, et si quelqu'un devait un jour le faire, ces messages joueraient en votre faveur, pas contre vous. Cette phrase a résonné longtemps, en votre faveur. Je n'ai pas souri, je n'ai pas hoché la tête. Je me suis simplement laissée envahir par une sensation étrange, celle de ne plus être en position de défense. Pour la première fois, je n'avais rien à prouver. L'avocat a continué. Il a expliqué, point par point, ce que signifiait réellement une mesure de protection juridique, à quel point les critères étaient des stricts, à quel point les procédures étaient encadrées, et surtout à quel point elles ne pouvaient pas être déclenchées sur la base de conversations privées sorties de leur contexte. Vous êtes parfaitement en droit de vous plaindre, d'exprimer des doutes, de dire que vous vous sentez contrôlé, a-t-il dit en me regardant. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est souvent un signe de lucidité. Élodie a laissé échapper un rire nerveux. Donc maintenant, je suis la méchante? Il ne s'agit pas de morale, a répondu l'avocat. Il s'agit de limite. Il a alors posé une question simple, presque banale. Avez-vous, à un moment ou à un autre, envisagé de prendre des décisions à la place de votre mère sans son consentement explicite? Le silence est tombé. Long, lourd. Élodie a baissé les yeux, puis les a relevés. Je voulais juste éviter des erreurs. Les éviter pour qui? A demandé l'avocat. Elle n'a pas répondu. À cet instant précis, j'ai compris que quelque chose venait de se fissurer. Pas une prise de conscience complète, pas un repentir, mais une certitude qui s'effondrait, celle qu'elle avait toujours raison parce qu'elle était la plus forte dans la pièce. La séance s'est conclue sur des décisions claires, reprendre certains dossiers en main, modifier des procurations, mettre par écrit des limites précises. Rien de spectaculaire, rien de conflictuel. Juste une remise à plat. Quand nous nous sommes levés, Élodie évitait mon regard. Dans le couloir, elle marchait un pas devant moi, comme si elle voulait déjà sortir de cet espace où elle n'avait plus le contrôle. Avant de partir, l'avocat m'a serré la main. Vous avez bien fait, m'a-t-il dit simplement. Dehors, l'air était frais. Élodie s'est arrêtée brusquement. Tu réalises ce que tu as fait? Oui, ai-je répondu. Tu m'as exposé? Non, j'ai parlé. Elle m'a regardée, déstabilisée. Tu aurais pu me dire les choses autrement. Je l'ai fait pendant des années. Elle n'a pas insisté. Elle a tourné les talons et est partie sans se retourner. Je suis restée là quelques secondes, pas pour la regarder s'éloigner, mais pour respirer. Profondément, quelque chose venait de se refermer, et quelque chose d'autre, enfin, venait de s'ouvrir. Les jours qui ont suivi ont été étranges, pas tendus, pas bruyants. Étranges, dans ce calme inhabituel qui s'installe après une rupture invisible. Élodie ne m'a pas appelée, pas de message, pas de passage, par hasard. Ce silence autrefois m'aurait angoissée. J'y aurais vu une punition. Cette fois, je l'ai reconnue pour ce qu'il était. Une perte de repère. Je savais ce qu'elle faisait. Elle recalculait. Elle repassait la scène dans sa tête, encore et encore. Elle cherchait l'angle sous lequel elle pourrait reprendre la main sans perdre la face. Ce n'était pas de la tristesse, c'était de la frustration. 3 jours plus tard, elle est venue. Elle n'a pas sonné longtemps. 2 coups secs, précis,
Quand j'ai ouvert, elle se tenait droite, le visage fermé, les épaules tendues, pas de sourire, pas de colère visible, une maîtrise presque rigide. On peut parler? Oui, ai-je répondu en m'écartant. Elle est entrée sans regarder autour d'elle, comme si ce décor familier lui était soudain devenu étranger. Elle s'est assise, sans que je l'y invite, sur le bord du canapé. Moi, je suis restée debout un instant, puis je me suis assise en face d'elle. Tu es allée trop loin, a-t-elle commencé. Sa voix était basse, contrôlée. Tu m'as humiliée. Je n'ai pas répondu immédiatement. Devant un avocat, a-t-elle ajouté. Tu te rends compte de ce que ça donne? Ça donne exactement ce que c'était, ai-je dit. Une situation claire. Elle a serré les mâchoires. Tu fais passer les choses comme si j'avais de mauvaises intentions. Tu as parlé de mon aptitude. Je voulais te protéger. En me surveillant, en t'aidant. Chaque mot était une tentative de reprendre le récit, de le remodeler, de redevenir celle qui sait, celle qui agit, celle qui décide. Tu sais très bien que tu as tendance à te laisser influencer, a-t-elle repris, par cet ami, par des idées. Par moi-même, ai-je coupé. Elle s'est figée. Ce n'est pas normal, a-t-elle dit plus sèchement. Une mère ne fait pas ça à sa fille. Une fille non plus. Le silence est tombé, épais, définitif. Elle s'est levée brusquement et a commencé à faire les 100 pas. Tu te rends compte de ce que tu mets en danger? Tout ce que j'ai fait pour toi? Ce que tu as fait sans me demander, ai-je corrigé. Elle s'est arrêtée. Tu n'étais plus capable de tout gérer seule. C'est toi qui l'as décidé. Son regard s'est durci. Tu es injuste? Non, je suis lucide. C'est à ce moment-là que le masque a glissé. Juste un instant. Tu sais ce que ça va changer, a-t-elle lâché. Plus personne ne te prendra au sérieux si tu continues comme ça. Cette phrase, autrefois, m'aurait brisée. Elle aurait confirmé toutes mes peurs. Ce jour-là, elle n'a fait que les éclairer. Tu veux dire, si je parle? Si tu compliques les choses? Pour qui? Pour moi, enfin. Je l'ai regardée sans colère, sans triomphe, juste avec une clarté tranquille. Voilà la différence, Élodie. Pendant des années, j'ai cru que je te devais le silence. Aujourd'hui, je sais que je me dois la vérité. Elle a ouvert la bouche pour répondre, puis s'est arrêtée. Elle cherchait une prise. Un point faible, il n'y en avait plus. Tu crois que cet avocat va te protéger? A-t-elle tenté. Il m'a aidé à comprendre mes droits. Et moi, alors? Toi, tu dois accepter que je ne sois pas un dossier. Elle a baissé les yeux, juste une seconde. Puis elle a repris son ton froid. Très bien, fais comme tu veux, mais ne compte plus sur moi. Cette menace-là aussi, je la connaissais. Je ne comptais plus, ai-je répondu doucement. J'espérais. Elle a pris son sac, s'est dirigée vers la porte, puis s'est arrêtée. Tu regrettes déjà, tu le sais? Non, tu es seule. Je suis libre. Elle allait partie sans un mot de plus. Je suis restée assise longtemps après son départ. Pas vidée, pas détruite, mais étonnamment entière. J'avais enfin vu ce que je refusais de nommer depuis des années. Quand on enlève à quelqu'un le droit de parler, on l'appelle protection. Quand cette personne reprend la parole, on appelle ça une trahison. Ce jour-là, je n'ai rien perdu. J'ai simplement cessé de me plier à une version de l'amour qui exigeait mon effacement. Après son départ, l'appartement est redevenu silencieux. Pas ce silence lourd que je redoutais autrefois, mais un silence neuf, presque propre, comme après un grand rangement où l'on découvre soudain de l'espace là où l'on croyait manquer d'air. Je n'ai pas pleuré. Cette absence de larmes m'a surprise. Je m'étais toujours imaginé que ce moment serait violent, déchirant, qu'il me laisserait vider. En réalité, c'est l'inverse qui s'est produit. Quelque chose s'était posé en moi, une stabilité que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Les jours suivants, j'ai fait ce que j'aurais dû faire depuis des années, lentement, sans précipitation. J'ai repris contact avec les organismes où Élodie intervenait à ma place. J'ai demandé des rendez-vous. J'ai expliqué simplement que je souhaitais désormais gérer moi-même. Personne ne m'a regardée comme une vieille femme confuse. Personne ne m'a parlé lentement. On m'a écoutée. On m'a répondu. Comme à n'importe qui. Avec l'avocat, nous avons mis en place des choses très concrètes, des limites écrites, des documents clairs, rien d'agressif, rien de spectaculaire, juste des cadres précis, impossibles à tordre. Là où, avant, tout reposait sur la confiance et l'implicite, il y avait maintenant des règles, et ces règles me protégeaient. Je me suis surprise à dormir mieux, à manger avec plus d'appétit, à ne plus sursauter à chaque notification sur mon téléphone.
Je n'attendais plus un message d'Élodie. Je ne redoutais plus son ton. J'avais cessé de vivre dans l'anticipation de ses réactions. Un matin, en rangeant un tiroir, je suis tombée sur une vieille photo. Élodie enfant, assise à la table de la cuisine, concentrée sur un dessin. Je l'ai regardée longtemps, sans colère, sans nostalgie excessive, juste avec lucidité. J'avais aimé cet enfant de toutes mes forces. Je l'aimais encore. Mais l'amour ne justifie pas l'effacement. Je ne cherchais plus à la convaincre, ni à la récupérer. J'avais compris quelque chose d'essentiel. Poser des limites n'est pas une attaque, c'est une reconnaissance de soi. Et si l'autre le vit comme une trahison, c'est qu'il profitait du flou. Une semaine plus tard, elle m'a envoyé un message. Court, froid. J'espère que tu sais ce que tu fais. Je l'ai lu. Puis j'ai posé le téléphone. Je n'ai pas répondu. Pas par mépris, pas par vengeance. Mais parce que je n'avais plus besoin de justifier mes choix, ce jour-là, je suis sortie marcher longtemps. Le ciel était gris, l'air frais. J'ai croisé des gens pressés, d'autres lents, des couples, des personnes âgées. Je me suis vue parmi eux, pas comme une femme en fin de course, mais comme quelqu'un qui avançait encore, à son rythme. Je ne savais pas ce que l'avenir réserverait à ma relation avec ma fille. Peut-être une distance durable, peut-être un jour, une conversation différente, mais une chose était certaine. Plus jamais je ne laisserai quelqu'un parler à ma place, sous prétexte de m'aimer. En reprenant la clé dans la serrure de mon appartement, j'ai ressenti une forme de fierté tranquille. Pas celle qui crie, celle qui tient droit. J'avais repris quelque chose que je croyais perdu avec l'âge. Le droit d'être pleinement moi, sans permission. Le temps a continué d'avancer. Pas brusquement, pas avec fracas. Il a simplement repris son cours, débarrassé de cette tension permanente qui m'accompagnait depuis trop longtemps. Les semaines ont passé, puis les mois. Élodie n'est pas revenue. Pas physiquement. Quelques messages, parfois, neutres, distants, administratifs, presque. Je leur ai répondu quand c'était nécessaire, sans émotion excessive, sans chercher à réparer à tout prix. J'ai appris à vivre avec cette absence nouvelle. Elle n'était pas douce, mais elle n'était plus douloureuse. Elle ressemblait davantage à une cicatrice refermée qu'à une blessure ouverte. Un matin, j'ai reçu un courrier, une convocation officielle. Élodie avait demandé une médiation familiale, accompagnée d'une note juridique maladroite, vaguement alarmiste. Rien de sérieux, rien de fondé, mais suffisamment révélateur. Elle n'avait pas renoncé à l'idée de reprendre la main. Elle cherchait simplement un autre angle. Je suis allée voir l'avocat. Il a lu le document calmement, puis a levé les yeux vers moi. Voulez-vous répondre? Oui, ai-je dit. Comment? Par écrit, avec vous. La réponse a été claire, factuelle, sans attaque, sans justification émotionnelle. Elle rappelait simplement les décisions déjà prises, les limites établies et mon refus de toute démarche qui remettrait en question mon autonomie. Rien de plus, rien de moins. Quelques jours plus tard, Élodie m'a appelée. Sa voix était différente, moins assurée, plus prudente. Je voulais juste comprendre. Jusqu'où tu comptes aller? J'ai fermé les yeux un instant avant de répondre. Je n'irai nulle part contre toi, ai-je dit. Je vais simplement continuer sans me taire. Il y a eu un long silence. Tu sais que je voulais bien faire. Je le sais. Et tu sais que tu m'as blessée? Moi aussi. Elle a soupiré. Tu aurais pu me faire confiance. Je l'ai fait, pendant des années. Elle n'a rien répondu. La conversation s'est arrêtée là, sans rupture nette, sans réconciliation non plus. Juste une vérité posée, enfin, à sa place. Aujourd'hui, je vis autrement. Je fais mes choix. Je signe ce que je comprends. Je parle quand quelque chose me dérange. Pas pour provoquer, pas pour dominer, mais parce que je sais désormais ce que coûte le silence. Je ne me considère pas comme une héroïne. Je n'ai rien accompli d'extraordinaire. J'ai simplement cessé d'accepter qu'on décide à ma place sous couvert d'amour. J'ai appris, tard peut-être, mais fermement, qu'il n'y a pas d'âge pour poser des limites, et qu'aucun lien, même le plus intime, ne justifie qu'on vous enlève votre voix. Si cette histoire vous a parlé, si elle vous a rappelé quelqu'un que vous connaissez, ou peut-être même vous-même, n'oubliez pas une chose. Il n'est jamais trop tard pour reprendre sa place. Pensez à vous abonner, à aimer cette histoire et à la partager. Parfois, un simple récit peut aider quelqu'un à oser dire enfin ce qu'il tait depuis trop longtemps.